Information. Ce contenu peut choquer. Attention avant de regarder. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous partage l'interview de Laurence Deselé, qui a notamment écrit le livre Pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait, à propos de l'université prestigieuse Paris Descartes qui a subi un scandale en 2019 avec l'affaire d'un charnier qui s'est déroulé dans l'université prestigieuse située dans la rue des Saints-Pères. Je vous laisse découvrir l'interview dès maintenant, c'est signé Marco Investigation. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter très brièvement? Oui, alors je m'appelle Laurence Deselé, je suis sophrologue, je suis aussi encore un peu journaliste, voilà, après l'avoir été pendant de longues années. Et puis je suis surtout fille de victime de ce fameux charnier découvert à la fac de médecine de Paris Descartes en 2019. Enfin, il a été découvert bien plus avant, mais on l'a su, nous, officiellement, grâce à un article de l'Express qui date de novembre 2019. Et c'est là que j'ai découvert tout ce qui s'était passé dans ce fameux temple de l'anatomie, au 5e étage de la fac de médecine rue des Saints-Pères, dans les beaux quartiers de Paris. Et j'avoue que là, le ciel m'est tombé sur la tête. Moi, j'avais eu des bruits, mais c'était pas vraiment concernant un charnier, mais quand j'étais étudiante, j'avais des amis qui étaient en médecine, justement, à Descartes, et qui disaient, voilà, qu'ils faisaient des bêtises pendant les cours de dissection, enfin, ils s'amusaient, bon, comme malheureusement beaucoup d'étudiants en médecine. Mais c'était pas du tout rien à voir avec le charnier, enfin, c'était pas de cette ampleur, c'était Voilà. pas non, je pensais pas du tout qu'il y avait tout ça derrière. À aucun moment j'aurais pu penser ça. Est-ce que du coup, vous en avez parlé brièvement au début, vous pourriez, nous raconter un petit peu ce qui s'est passé derrière cette université de la rue Saint-Père? Ouais, alors d'après les témoignages, qu'on a eus en tout cas, il s'avérait que les chambres froides qui devaient recevoir les corps n'étaient souvent pas réfrigérées parce qu'il y avait des pannes à répétition et donc forcément des corps, pas réfrigérés, bah, ça se décompose beaucoup plus vite. Donc ça sent mauvais, c'est au niveau hygiène, c'est très, très, très limite, hein, parce que ce sont des corps qui sont donnés à disséquer aux étudiants en médecine ou en chirurgie, et normalement, eux aiment bien travailler sur des corps frais, pour s'entraîner. Voilà et là, ben, c'était pas frais du tout et il y a des étudiants qui sont devenus des médecins, qui sont des amis à moi, qui maintenant les langues se délient, qui me disent: «Bah oui, c'est arrivé qu'on ait des corps complètement pourris et qu'on les ait refusés à la dissection». Oui, bien sûr. Donc il y avait ça, il y avait des rongeurs qui rentraient dans les chambres froides parce que les portes ne fermaient plus à cause de la rouille. Donc c'est dire l'état de délabrement des locaux, hein. Donc les rats, les souris venaient, se nourrissaient de corps. Les mouches, pondaient, ça faisait des vers, enfin c'était horrible, hein. C'était pire que dans un mauvais film d'horreur. Voilà et puis il y avait des trafics, ça on l'a découvert un petit peu après. Il y avait des trafics qui s'effectuaient au sein de la faculté, le samedi matin de préférence quand c'était fermé. Les préparateurs de corps, montaient, aux étages et puis faisaient leur business avec des commandes, qu'on leur passait et tout et n'importe quoi pouvait s'acheter apparemment, sous le manteau. OK. Voilà. Et ben, justement, il y a le rapport qui a été publié par l'inspection générale des affaires sociales en 2020, et il est indiqué justement, le CDC ne vend pas de corps. Or, dans votre livre, vous indiquez le contraire et qu'il existait des trafics qui étaient opérés par certains préparateurs. Est-ce que, en quelque sorte, voilà, l'inspection générale des affaires sociales, elle a voulu minimiser en quelque sorte les faits en connaissance de cause? Alors je ne suis pas sûre qu'ils l'aient fait, volontairement. Je pense qu'ils ont fait une enquête, assez rapide, parce que madame Vidal a dû ordonner de faire cette enquête très vite. C'était la ministre de la recherche, hein, de l'époque. Donc ils ont commencé à faire leur travail. Alors normalement, c'est un organisme indépendant. Alors je dis bien «normalement» avec des guillemets parce que du coup, je ne sais plus ce qu'il en est dans tout ça, parce que je m'aperçois qu'il y a plein de choses qui devraient être, blanches qui sont noires à la sortie. Enfin, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Normalement, c'est un organisme, en tout cas, censé être indépendant, donc pas influencé par la politique, par rien du tout. Après, je sais pas. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas? J'en sais rien. Je pense que non. Moi, je pense que de bonne foi, ils ont fait leur enquête rapidement et qu'ils n'ont pas entendu de personne qui a pu leur dire qu'il y avait des trafics. Voilà. Moi, j'ai fait un travail de fond, j'ai fait un travail d'enquête et j'ai rencontré des préparateurs de corps notamment, qui m'ont parlé de ce trafic. Et d'ailleurs, il y a eu une émission, sur BFM avec, Guy Valencien,
un des principaux responsables de tout ça, qui disait qu'il y avait eu des trafics, qu'il en avait eu vent rapidement, mais qu'ils avaient dégagé le type en question. Bon, mais sans sanction visiblement. Donc c'est bien que même lui le dit, c'est qu'il y avait vraiment du trafic. Bon, puis maintenant on le sait parce que les langues se délient à l'intérieur du centre du don et certains préparateurs disent: «Bah oui, bien sûr qu'il y avait du trafic». L'enquête de police commence à le montrer aussi. On a retrouvé des ossements chez un des préparateurs de corps, de l'argent liquide, une grosse somme, des dents en or, enfin plein de choses, hein. Donc oui, il y avait des choses qui se trafiquaient, qui se revendaient, voilà. Et moi, du coup, plus axé justement sur votre livre, pourquoi vous avez fait le choix, de voilà, d'écrire un livre à propos de ce scandale et voilà, pourquoi avoir fait ce choix-là d'utiliser ce «moyen d'expression» entre guillemets pour parler? Alors j'ai pas au début, j'ai pas du tout eu cette idée de faire un livre. Au début déjà, j'ai eu tellement mal que j'étais recluse et que j'en ai parlé à pratiquement personne. Et puis un de mes collègues, qui s'appelle Philippe Legrand et qui est co-auteur du livre, qui lui a écrit déjà beaucoup de livres, hein, qui a beaucoup publié, travaille, quand je suis à RFM, je le croise assez souvent puisqu'il a une chronique et on discutait et il a vu que j'allais pas bien. Voilà, il a vu que j'étais pas comme d'habitude, que je faisais pas de blagues, que je rigolais pas, donc il m'a dit: «Ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qui t'arrive?» Et puis, bah, je lui ai dit: «Non, ça va pas» et je lui ai raconté et c'est Philippe qui m'a dit: «Mais tu sais Laurence que tu peux pas garder ça pour toi, il faut en faire un livre de ça». Et là je lui ai dit: «Bah non, moi je sais pas, enfin, je sais écrire des flashs, des journaux que je présente à l'antenne, ça c'est pas un problème, mais écrire un livre, je sais pas si j'en suis capable, hein». Et il m'a dit: «Mais évidemment que tu es capable et si tu veux, je vais t'aider». Je lui ai dit: «Bah écoute, pourquoi pas? Laissons les choses venir et on s'en reparle». Et il m'a dit: «Je vais en parler à mon éditeur». D'accord et on s'est quitté là-dessus. Et quelques semaines après, il m'a téléphoné, il m'a dit: «Écoute, mon éditrice, qui s'appelle Lise Boel, souhaite te rencontrer. Est-ce que tu es toujours d'accord?» Je dis: «Bah ouais, allons-y, on va voir ce qu'on va se raconter, mais allons-y». Et puis voilà, Lise, m'a dit: «Bah, on signe quand?» Et c'est comme ça que c'est parti. Bah, du coup, voilà, vous ne regrettez pas est-ce que l'écriture de ce livre, elle a permis justement, enfin, voilà, est-ce qu'elle vous a «libéré d'un poids» entre guillemets? Est-ce que ça a permis également une libération de la parole d'autres victimes collatérales? Alors j'ai, alors déjà en ce qui me concerne, oui, ça a fait du bien de tout jeter sur le papier, de savoir que maintenant c'est là, c'est posé et ça s'évaporera pas dans le temps. Il y a une trace écrite de tout ce qui s'est passé. Voilà. Même s'il devait y avoir un non-lieu en justice ou je ne sais quoi, il y a une trace écrite, elle est là. Elle est là pour mes filles, elle est là pour ma descendance après, ça va rester et ça fait du bien. Ça fait du bien de tout, cracher sur un papier, ça c'est sûr. Ça a permis la libération de la parole de certaines personnes qui ont témoigné pour moi, en tout cas. Ça a permis de faire avancer l'enquête aussi, parce que des personnes, ont émis le souhait d'être entendues par la juge d'instruction et j'ai fait en sorte que ça soit possible. Donc oui, ça a libéré la parole et moi, c'est vrai que ça m'a quand même fait du bien, ouais. Vous parlez du coup également dans votre livre, de l'absence d'une cellule psychologique, du moins au début. Voilà, comment on peut expliquer le fait que l'université et même à l'échelle même du ministère, il y a rien eu, qui soit fait pour les victimes justement? Bah, ça, je ne me l'explique pas justement. Je trouve que c'est scandaleux, toujours aujourd'hui. On a des gens dans l'association qui vont très mal. Une de mes amies, puisque c'est devenu une amie, a fait une tentative de suicide quand elle a appris qu'Axel Kahn était mort, par exemple. Parce qu'elle s'est dit: «Ben voilà, en voilà un qui va passer à travers les mailles du filet, qui sera jamais jugé pour ce qu'il a fait». Voilà, on en est là, on en est à des gens qui dorment pas. Enfin, moi, j'ai eu des gros soucis de sommeil, des gros problèmes de santé aussi, et c'est pas complètement terminé. Donc on va pas bien, on va pas bien et dès qu'il y avait un nouvel article qui sortait, dès qu'il y avait quelque chose, ben, on était tout de suite aux aguets, on est tout le temps là-dedans, tout le temps en train de ruminer. Moi, en tant que vice-présidente, j'avais beaucoup de gens qui m'appelaient aussi, donc j'écoutais leur histoire qui ressemblait fort à la mienne. Ça me replongeait dedans tout le temps et on est tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dedans et je pense que tant que le procès sera pas passé, on sera toujours à rabâcher ça tous les jours. Donc on n'est pas en paix avec tout ça. Ça fait mal et on n'a toujours pas d'aide, de cellule d'aide, on n'a rien eu, hein. On n'a pas été reçus au ministère, ni par personne, enfin, on est vraiment laissés, à l'abandon.
Pas normal, puisqu'on voit qu'il y a des cellules d'aide psychologique qui sont déclenchées très vite pour pas mal de choses qui, d'ailleurs, et c'est légitime, hein. Mais moi, je pense que nous, notre cause, elle est légitime aussi. Enfin, ce qu'on a appris là d'un coup, la violence qu'on a pris là, ça a été dévastateur pour plein, plein de gens. Et du coup, après, donc vous le dites que le ministère n'est pas revenu vers vous. Est-ce que, voilà, après les retombées médiatiques, la publication de votre livre, est-ce que l'université, elle est revenue vers vous? Elle a tenté de Pas vous du tout. contacter? Non, aucune nouvelle. Est-ce que vous avez l'impression, justement, par rapport à cette retombée médiatique, que l'affaire en 2019, elle a été suffisamment, voilà, médiatisée ou au contraire, étouffée? Non, elle n'a pas été suffisamment médiatisée parce que les gros médias comme TF1, le service public, ils s'en sont pas emparés du tout. Donc moi, je connais un monsieur qui travaille à TF1 qui est reporter et qui m'a dit: «Ben non, c'est un sujet qui fait zapper les gens parce qu'on parle de la mort et on parle de quelque chose qui est vraiment sale et qu'on n'a pas envie d'entendre. Donc on risque d'avoir des gens qui vont zapper sur notre chaîne». Et même quand c'est la fête des morts au mois de novembre, on ne sait pas comment, exposer les sujets parce que ça fait fuir les gens. Donc les grosses chaînes, elles n'ont pas eu envie d'aller là-dessus. Voilà, après, rendons à César quand même ce qui est à César. Sophie Broyet, pour l'Œil du 20h, a fait un reportage quand même sur notre affaire. Ouais, je Voilà, connais, bon ouais. c'était pas tout de suite, mais il y a eu quelque chose de fait. La France 3, moi, m'a interviewée, France 3 Île-de-France, donc mais c'était pour la sortie du livre. C'est vrai que c'était pas au début de l'affaire. Au début de l'affaire, effectivement, ça n'a pas eu beaucoup de retentissement. En même temps, vous l'avez vu, ça implique, des personnes haut placées, même au sein de l'État. Donc je pense que ça dérange beaucoup et qu'il vaut Même mieux que pour ça le soit, service public, déjà, voilà, oui, vaut mieux que ça soit mis sous le tapis, hein, pour que ça se voit pas trop. c'est quand même, bah, c'est à l'image de l'article même qui a été fait par Society, qui est, voilà, dont Oui, peu de gens ont pas entendu parler repris. au départ, voilà. Voilà, pas repris du tout, ouais, ouais. Ouais, c'est hallucinant et c'est ce que tous les médias qui me reçoivent me disent. Ils me disent: «Mais comment ça se fait que ça fait pas un scandale, beaucoup plus fort que ça? Enfin, c'est pas possible une affaire pareille» et c'est vrai. Est-ce qu'au vu du scandale justement qu'il y a eu, voilà, qu'on peut qualifier d'inimaginable à Paris Descartes, vous en parlez un petit peu à la fin de votre livre. Est-ce que vous pensez qu'une situation, bah, voilà, elle a pu exister ou elle existe dans d'autres centres du don du corps en France? Est-ce qu'on peut donner sans crainte finalement? Mmh. Alors ça, c'est une bonne question. Donner sans crainte eh bien, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura toujours cette petite arrière-pensée chez tout le monde enfin, quand c'est nos parents en tout cas qui donnent, de se dire: «Est-ce qu'il va ou est-ce qu'elle va être bien traitée?» Ben, ça je peux pas répondre à ça, j'en sais rien. Mais c'est pour ça que moi je demande des contrôles inopinés de tous les centres de don du corps en France. Voilà, bien évidemment, il ne faut pas prévenir les gens quand on va débarquer, ça c'est une évidence. Et ça, c'est pas dans le décret qui a été publié malheureusement. Décret qui de toute façon n'est pas tellement applicable en l'état, donc il va vraiment falloir que les ministères revoient leur copie parce que ça va pas du tout cette histoire. Donc d'autres scandales comme celui de Paris Descartes, il paraît qu'il y en a eu d'autres, mais qui ont été, vite, étouffés et qu'on a vite fait le ménage. Voilà, ça c'est des on-dit, j'ai pas de preuve de ça. Comme je le dis dans mon livre, hein, je peux pas prouver quoi que ce soit. C'est des gens qui m'ont dit: «Il y a eu d'autres Descartes». Donc vous dites justement que voilà, il peut y avoir eu d'autres Paris Descartes. Heu, voilà, quel message entre guillemets vous adresseriez justement aux personnes dont les parents ou même les personnes elles-mêmes veulent justement, léguer leur corps à la science. Alors je pense qu'il faut absolument se rendre dans les centres de don du corps. Bien sûr, on vous montrera pas les chambres froides ni quoi que ce soit, il n'en est pas question, je pense pas. Mais au moins déjà avoir une discussion franche avec les personnes qui s'occupent du centre, avoir une sorte de garantie morale, hein, mais il y a que ça qu'on peut avoir, en fait. Et bon, moi je suis quelqu'un qui réagit beaucoup au feeling avec les gens. J'avais rencontré notamment le directeur du centre du don des corps de Paris, celui qui dépend de l'AP-HP, qui est le centre du fer à moulin, qui est destiné aux chirurgiens et ce monsieur m'a fait effectivement une très bonne impression. Un monsieur d'un certain âge, et je ne sais pas s'il est toujours là-bas, je ne crois pas, qui m'a dit: «Mais je peux vous dire madame que chez moi ça ne se passe pas comme à Descartes» et le fait qu'il soit venu justement à la cérémonie œcuménique qu'il y avait, au crématorium du Père-Lachaise.
Je me suis dit déjà pour qu'ils fassent le déplacement, qu'ils viennent, c'est quand même, waouh, c'est super. C'est vraiment quelqu'un qui rend hommage aux personnes qui ont donné, alors qu'il y avait personne de Descartes. Et il m'a dit: «Vous savez, ça fait des années qu'il y a plus personne de Descartes qui se déplace». Et lui se déplace tous les ans pour cette cérémonie. Donc déjà ça, je me dis: «Waouh, il y a quand même une marque de respect». En plus, ça a l'air d'être un bon bonhomme. Ça ouais, ça m'a rassurée, vraiment. Et puis j'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit: «Là-bas, franchement, c'est carré, il y a pas de souci». Donc ça, c'est un centre dans lequel j'ai confiance et c'est là que mon papa se destine à donner son corps puisque lui n'a pas renoncé à son choix de donner son corps, malgré ce qui s'est passé. Donc, du coup, vous dites justement que le directeur là du CDC de l'AP-HP justement se rend chaque année. Mmh. Hem, Vous en parlez aussi dans votre ouvrage, le fait qu'il y ait l'absence de présence, même de visite de la part des directeurs de Paris Descartes au 5e étage. Voilà, comment c'est grâce aux témoignages que vous avez eus, comment c'est possible qu'aucun responsable, voilà, n'ait agi justement par rapport à ce scandale? Aucun responsable de Paris Descartes, du centre, notamment Axel Ouais, Kahn? bah, oui, alors comment ça se fait qu'ils n'ont pas agi? Ça, je sais pas, c'est à eux qu'il faudrait pouvoir le demander. En tout cas, c'est scandaleux parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient tous au courant, qu'il y a des mails qui sont même, disponibles sur le site de Radio France, hein. Tous les documents sont consultables et on voit qu'en copie, effectivement, il y a toutes ces personnes haut placées de Paris Descartes, Antoine Tenière, hein, le conseiller coronavirus, de monsieur Véran là, il y a pas longtemps, tous ces gens-là étaient au courant, ils étaient tous en copie des mails. Donc ils savaient qu'il y avait des alertes, qu'on disait: «Attention, ça ne va pas du tout, il faut faire quelque chose» et personne n'a bougé. Voilà. Comment c'est possible? Ben, je ne sais pas, mais il va peut-être falloir que ces gens-là rendent des comptes sur leur comportement quand même Oui. C'est le fait que Axel Kahn ait dirigé un comité d'éthique pour la science, on et écrire un livre sur l'éthique aussi, c'est pas mal. Champion, hein. voilà, moi ma dernière question, on parlait du procès, bah, qu'est-ce que vous en attendez de ce procès? Moi, je pense que comme toutes les victimes collatérales, comme vous disiez tout à l'heure, j'aime bien ce terme, c'est un peu ça. On attend tous que les coupables soient punis correctement. Bon, malheureusement, quand on voit comment ça se passe, avec la justice française, on peut avoir certains doutes quand même, et j'en ai. Donc bon, j'espère que la justice fera son travail comme il faut, sans pression et que ces gens-là seront condamnés. Mais j'ai quand même quelques doutes. Mais bon, on verra, on verra et j'espère surtout qu'on va tous aller les chercher un par un et qu'il y en a pas un qui va passer à travers les mailles du filet justement et que tous ceux qui sont impliqués dans ce scandale devront répondre de leurs actes devant la justice française.